Durch Leidenfreude, la joie à travers la souffrance. D'ailleurs, je reviens encore à René Char. Ne te courbe que pour aimer. Même si tu meurs, tu aimes encore. Voyez-vous. Vous vivez dans la littérature française, hein? Écoutez, mais j'en suis profondément amoureux. Vous ne pouvez pas savoir. René Char est pour moi l'un des plus grands poètes. Vous êtes retourné récemment au Vietnam à l'occasion du sommet de la francophonie. Parlez-nous un petit peu de ce voyage, parce que ce n'était pas un voyage simplement d'un touriste, hein, c'était un voyage important pour vous. Oui. J'ai eu la chance d'avoir pu créer une œuvre symphonique, suscitée donc par le Vietnam, à l'occasion du 7e sommet de la francophonie. J'ai dirigé l'orchestre national du Vietnam dans cette création, un orchestre de plus de 90 musiciens. Un bon orchestre. Assez bon, et ce qui n'est pas rien pour un pays, et disons, en voie de développement. Alors j'ai pu créer cette œuvre qui s'intitule Raignyak, ouverture symphonique, tout simplement, à la soirée de gala où assistaient 33 chefs d'État et de gouvernement, et puis les autres délégations qui assistaient à ce sommet. Et je pense que pour moi, c'est un événement très important, inoubliable, qui ne se renouvellerait peut-être pas. Parce que jouer devant 33 chefs d'État et de gouvernement n'est pas donné à tous les compositeurs. Et la francophonie, le sommet de la francophonie à Hanoï, qu'est-ce que ce terme peut évoquer pour vous aujourd'hui? Déjà, voyez-vous, l'anglais, par l'appât du dollar, prime, partout, c'est une grande désolation pour moi. J'aime la littérature anglaise. J'aime la littérature américaine. Joyce, Steinbeck, et le Walt jazz? Whitman. Le jazz, le jazz. Joyce. Non, le jazz. Le jazz. Les blues. Oui. Le negro spirituals. Toujours la lutte contre toute domination. Mais alors donc, je reviens à la francophonie. Heureusement qu'il y a la francophonie. Ce n'est pas pour combattre l'anglais, ce n'est pas cela, mais disons que la francophonie pourrait apporter précisément dans le domaine culturel un plus de quelque chose dans ce monde qui malheureusement est tenté partout par le dollar, l'économie de marché. Et nous entrons bientôt, prochainement, dans le 21e siècle. Peut-être y aurait-il un sursaut afin que l'humanité soit toujours vigilante devant toutes les tentations diaboliques. est-ce que l'économie est un drame pour le créateur qui se veut libre comme vous l'êtes aujourd'hui? Mais oui, un drame énorme. Ça a toujours été un drame énorme. Voyez-vous, Mozart qui était traité comme un valet. Et vous saviez que Mozart était très joué pendant un temps, et dès lors qu'il s'est un petit peu, il se désengageait un petit peu des princes, il a été complètement rejeté. Et d'ailleurs, on ne l'a admiré que par ses jeux sur le pianoforte et le clavecin. Plus, il était considéré comme un valet. Je crois qu'il devait manger avec les domestiques. Hein. C'est-à-dire, ça a été le cas de Joseph Haydn, notamment. Mais oui, vous vous rendez compte. À la cour des Esterházy. Vous vous rendez compte? Et oui. Mais il y a toujours une justice immanente pour les esprits purs et créatifs. Oui, vous pensez que vos propres œuvres, par exemple, ça peut vous consoler, auront, dans 50 ans, un succès tel que, outre-tombe, tout ça compensera les difficultés d'aujourd'hui? Je n'ose pas prétendre à cela, mais je le souhaite. Mais en tout cas, je pense faire partie
de ces rares compositeurs vietnamiens qui auront œuvré pour la grande musique vietnamienne. Je ne sais pas si ma musique serait une réussite ou pas, mais je le souhaite, je fais tout pour cela. Ma musique est d'abord au service du Vietnam, c'est-à-dire le peuple vietnamien. Hein. Et puis, si elle comporte quelques réussites, elle serait au service de l'homme, tout simplement, mais en tant qu'humble serviteur. Quand l'auditeur occidental que je suis écoute votre musique, est-ce qu'il se pose la question européen, vietnamien? En tout cas, il y a une question qui ne se pose pas, c'est que votre musique est très vivante parce qu'elle a d'énormes contrastes. Vous êtes un compositeur qui pratiquait le fortissimo et le pianissimo. Il y a donc ces différents de dynamique, à la fois dans les couleurs, dans l'instrumentation, dans les différentes composantes de la musique. Alors, c'est votre tempérament personnel ou c'est aussi votre influence de l'Orient que vous portez en vous? Ça peut être un tempérament personnel, mais la vie est issue de la contradiction. Une œuvre d'art est issue donc également des deux forces, non pas contraires, mais complémentaires. La philosophie orientale parle du yin et du yang, deux éléments qui font que la vie existe. Alors, je ne peux pas affirmer que ça soit un côté personnel, mais cette opposition entre la poésie, le pianissimo, et les cataclysmes telluriques, le fortissimo, font qu'une œuvre vive. Mais l'homme que vous êtes est à la fois méditatif et explosif, c'est cela? Ce qui est important, c'est de ne pas se laisser influencer par les événements extérieurs. Donc, la grande solitude intérieure. Un créateur est combatif de nature, mais être combatif ne veut pas dire guerrier. On peut utiliser le non-agir pour être combatif. Vous êtes pour la résistance passive par moment? Ce n'est pas de la résistance passive, mais c'est savoir parfois se mettre à l'arrière pour être devant, se mettre à l'extérieur pour être à l'intérieur. C'est l'enseignement de Lao Tse. Et l'enseignement de l'art contemporain, de la musique d'aujourd'hui, quelle résonance a-t-il sur vous? On sait que depuis 30 ou 40 ans, les musiques en Europe ont pas mal évolué. Est-ce que vous êtes sensible à cette évolution? Vous vous intéressez par exemple à l'informatique pour composer? Écoutez, je m'intéresse à toute forme de musique. Je n'ai pas pu avoir l'occasion de manier les appareils sophistiqués, mais je suis très intéressé par toutes les innovations. Donc déjà, non seulement être intéressé, mais c'est un devoir d'apprendre. Et je crois que après cette évolution unilatérale, presque unilatérale, de la série intransigeante et pure et dure, mais voyez-vous, c'est lié encore à l'époque aussi. Nous sommes entrés depuis, disons, grosso modo 2 décennies, dans une ère où toute forme de musique peuvent coexister. Mais un retour au romantisme, pour moi, est une aberration. Est-ce qu'on peut dire que les idéologies qui ont été si fortes dans tellement de domaines
au tournant de ce siècle, je dirais entre les années 50, 60, 70, et c'était clair en politique, c'était clair également dans l'art et en musique. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui on est devenu plus consensuel, plus multiple, et que c'est bien finalement? C'est le tribalisme qui triomphe actuellement. Le tribalisme au sens culturel du terme, puisque il n'y a plus deux idéologies dans le monde. Voyez-vous, l'artiste n'échappe pas à son époque. C'est l'éclatement des idéologies. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de sectes, il y a beaucoup d'écoles culturelles, musicales, etc. Et parfois, on utilise le nationalisme au sens très étriqué du terme, pour masquer peut-être cette folie de l'utopie. Et vous, vous êtes indifférent à cet éclatement. Vous pensez qu'il y a une voie et puis vous la suivez. Je ne suis pas indifférent, je m'en préoccupe, mais je ne me laisse pas influencer. J'essaie en tout cas de ne pas me laisser influencer par toutes ces contingences. Je poursuis inlassablement la même voie, c'est-à-dire la voie que m'a enseigné Messiaen, essayer d'écrire de la plus belle musique possible sans se préoccuper des critiques. Mais la plus belle musique, encore faut-il qu'elle soit écoutée comme telle. Alors aujourd'hui, l'auditeur auquel vous vous adressez, est-ce que vous pensez qu'il peut entrer dans l'univers de ces plus belles musiques, celle de Messiaen, la vôtre, celle de beaucoup d'autres compositeurs? Est-ce que l'époque est favorable à cette communion, je dirais? Peut-être pas trop favorable, mais la musique, c'est le temps. Donc nous avons toujours un espoir, nous vivons dans l'espoir. Et je crois que les œuvres d'art, quand elles sont réellement belles, quels que soient les moyens techniques qu'emploient les créateurs, restent toujours belles et attirent le public. Voyez-vous, au temps où Rachmaninoff écrivait ses œuvres, par exemple le fameux troisième concerto pour piano, mais on continue toujours à le jouer énormément, même si Rachmaninoff était surtout, de son vivant, taxé de rétrograde, académique, etc. Mais on l'aime, sa musique. Peu importe l'étiquette, vous voulez dire. Quelle que soit l'étiquette. Si l'œuvre est réellement belle, si l'artiste vit intensément, vit de façon à pouvoir mourir pour son œuvre vivra. Et je pense, et je l'espère le plus profondément, que dans quelque temps, ma musique pourra être jouée au Vietnam et que je sois en contact direct avec mon peuple et c'est lui qui va me juger. C'est certainement parmi les jeunes celui qui a vu le plus loin.
Tôi được cái may mắn là buổi thơ ấu đã gắn liền tới quê hương đồng ruộng. Đây là một cái may mắn rất lớn, là vì âm nhạc không phải chỉ là tiếng đàn piano hay là tiếng đàn guitar hay là tiếng đàn bầu, mà là tiếng suối chảy, tiếng gió thổi và bãi vải bạt ngàn ở quê hương Cát Động tôi. Rồi những âm nhạc ở đình chùa và những vùng bát âm, đó là những cái tiếng nhạc đầu tiên nó đã đánh vào cái buổi thời thơ ấu của tôi. Và sau đó thì là đã được đi học nhạc. Khi ra Hà Nội đấy thì là bắt đầu học nhạc. Nhưng mà khi mà đã sang tới Pháp rồi, lúc đó tôi mới 13 tuổi rưỡi. Khi sang tới Pháp thì mới bắt đầu đi học một cách quy củ chính quy và để chuẩn bị vào trường quốc gia âm nhạc. Vâng, cho tôi hỏi là trong cái quá trình làm nhạc của anh đã sáng tác những bản gì về quê hương đất nước? Có thể nói với anh là hầu hết các tác phẩm của tôi hiện tới bây giờ có tới 62 tác phẩm thì luôn luôn mang tính chất quê hương Việt Nam. Là vì tôi được cái may mắn vinh dự là mang huyết thống trong lòng và không bao giờ con tim và khối óc xa rời dân tộc. Và thêm được cái may mắn nữa là sang tới Pháp thì được hấp thụ cái văn hóa của Pháp. Và khi mà đã vào trường quốc gia âm nhạc, sau khi học gần 10 năm và nhất là học được với ông Olivier Messiaen, một người nhạc sĩ vĩ đại của thế kỷ này, thì tôi có thể có một cái nhận định cá nhân và rất là khiêm tốn là đã có cái may mắn mang trong người hiện bây giờ sau gần nửa thế kỷ ở nước Pháp, là mang trong người hai dòng văn hóa. Thì hai dòng văn hóa này và hai dòng âm nhạc này, tạm gọi khuôn như thế, thì tôi cố gắng dùng cái thổ Pháp, âm nhạc Tây Âu để diễn tả cái tư tưởng độc đáo của dân tộc. Và với một cái suy nghĩ thật sự khiêm tốn là tôi chỉ thấy rằng có một cái may mắn là đã đẻ ra đúng cái lúc này để mà có thể sáng tác những tác phẩm ca ngợi dân tộc, cái hùng khí của dân tộc, trữ tình và thần tiên mà mọi người Việt Nam chúng ta đều mang trong lòng. Xin thưa với anh là tôi vừa mới sáng tác xong một bản nhạc mang tên Hồn Non Nước. Thì bản nhạc này đã viết cho hai lĩnh sướng, nữ lĩnh sướng, trong đó có một nữ ngâm thơ truyền thống, ban hợp xướng và dàn nhạc giao hưởng. Thì cái bản nhạc này tôi vừa hoàn thành độ 1 tháng nay, thì cũng cố gắng nói lên cái hùng khí của dân tộc. Thì nếu anh cho phép tôi xin được đọc lời của cái bản này. Hồn non nước, nghìn thu vẫy gọi hồn non nước, vầng sáng thần kỳ vút trong sao. Nghìn thu vẫy gọi nghìn thu, 300 năm thành phố, nghìn năm thủ đô, 40 thế kỷ thần kỳ. Nước non này cùng nhân loại vút bay lên, núi sông này cùng thế kỷ vút bay lên. Thiên sử hùng ca chan hòa hào quang rực sáng. Vẫy gọi tình non nước nghìn thu mang hồn nước vẫy gọi tình nước vầng sáng thần kỳ. Hãy ước mơ và vẫy gọi vô biên tuyệt đích, để mộng hồn quanh chốn thần tiên. Nghìn thu ghi nguyện cùng non nước, nước non non một chữ tình. Chiều dâng chuông đổ mây ngàn, vầng hồng thấp thoáng muôn vàn nhớ ai. Hồn quê man mác giấc đài, để ai du mộng tới người thiên thai.